Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Il constitue une réelle préoccupation en Afrique car, disent les experts, il conditionne aussi le développement du continent. Les systèmes de prévoyance sociale, nous en parlons sur ce plateau avec M. Safiou Radji. Vous êtes économiste, expert comptable. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Gaëtan, pour votre aimable invitation. Monsieur Radji, quand on parle de prévoyance sociale, à quoi fait-on concrètement allusion? En fait, c'est un terme qui serait très très long à décrire sur une émission de télé, mais je vais essayer d'être assez succinct et pédagogique en disant en fait, si on retourne même au sens étymologique du terme prévoyance, c'est la manière dont on se prévient, on organise la prise en charge de l'avenir des salariés, des fonctionnaires, en tout cas de toutes les personnes qui cotisent dans une caisse de retraite. Mais les prévoyances, c'est pas seulement la retraite. La prévoyance aussi, ça peut inclure tout ce qui se fait en termes de sécurité sociale, d'assurance maladie, etc. Donc c'est une terminologie un peu large qui vise en fait à couvrir tout ce que les États font, le secteur privé aussi fait pour s'assurer du bien-être social des salariés. Oui, monsieur Radji, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'écosystème de la prévoyance sociale en Afrique? En fait, c'est un écosystème qui est assez mûr, qui est assez développé, presque autant que dans les pays développés. C'est peut-être un des domaines, cet écosystème de l'assurance, de la retraite, etc., qui a, à mon avis, les mêmes profils que ce que l'on a dans les grandes entreprises. Et ça, il faut s'en réjouir, que dans nos pays, on ait au niveau social des structures qui portent le social, qui soient dans une maturité confirmée et rassurée. D'ailleurs, c'est pas un hasard le fait que dans tous les pays aujourd'hui, l'on parle de l'assurance maladie universelle, etc. Donc tout ça montre que toutes les structures... C'est une réalité. C'est une réalité et on fait en sorte que ça puisse vraiment avoir du sens, puisque c'est aussi une façon de montrer la montée en puissance du social dans tous les pays. Donc l'écosystème souvent est parfois réduit à l'aspect financier et l'aspect social, avantage qu'on en apporte pour accompagner les salariés, que ce soit pour l'assurance maladie ou pour la retraite. Mais aujourd'hui, la conception que l'on doit avoir de l'écosystème de la prévoyance doit être beaucoup plus large. Et on en parlera durant l'émission. Et justement, pour parler d'actualité, il y a quelques jours, s'est tenue en République de Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, une rencontre de haut niveau sur l'avenir de la prévoyance sociale en Afrique, rencontre à laquelle vous étiez. Dans quel contexte s'est-elle tenue? En fait, je dois préciser d'abord que c'est un événement très important pour le continent, puisque c'est une des réunions techniques de ce genre. C'est la première fois que ça c'est organisé, et ça portait sur une thématique qui est assez urgent aujourd'hui, puisqu'il s'agit de voir comment les États peuvent partager les expériences, harmoniser les pratiques et être en situation de mieux canaliser les stratégies d'investissement. Parce que un des volets importants dont je parlais tout à l'heure dans l'écosystème de la prévoyance, des caisses, surtout en tant qu'acteurs de développement, c'est le fait qu'ils sont appelés à de plus en plus investir, à être des acteurs de l'investissement sur le continent. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. C'est parce que vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation où les cotisations ne vont pas suffire dans l'avenir pour porter réellement les caisses et être en situation de répondre aux besoins des retraités ou d'autres dispositifs qui seront mis en place au niveau de la prévoyance. Donc, les caisses qui sont les plus en avance, que ce soit au Maroc, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou en Ouganda, ont anticipé ce mouvement en allant le plus loin possible dans le volet investissement. Et c'est de ça dont il était question lors de cet événement que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'organiser, parce que c'est vraiment un grand succès diplomatique pour la Côte d'Ivoire que d'organiser cet événement. Et je dois préciser que c'est l'Association internationale de la sécurité sociale qui était l'organisateur principal de cet événement, qui est porté par la Côte d'Ivoire, qui était le pays hôte. Donc c'est vraiment un événement important, puisque l'Association internationale de la sécurité sociale, c'est l'instance mondiale en fait en matière de prévoyance de sécurité sociale. Et cet événement visait à mettre en place une capacité de partage des expériences et de mobilisation aussi des ressources pour mieux investir sur le continent. Donc les pays qui sont les plus avancés sont venus présenter la manière dont les choses se font, les obstacles qu'ils ont et comment ils peuvent améliorer ça. Mais l'idée, c'est de plus en plus d'encourager les caisses de retraite à se comporter comme de véritables fonds d'investissement, comme ça existe dans les autres pays du monde, pour qu'ils puissent devenir de vrais partenaires de développement de notre continent. Et que retenir des orientations issues de cette conférence?
conférence? En fait, c'est une conférence qui avait beaucoup d'aspects techniques. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les aspects techniques, même si j'étais invité en tant qu'expert international. Mais c'est plutôt les orientations en termes d'approche, de vision et de perspective de stratégie pour le pays sur lesquelles je vais m'attarder. Le premier axe qui a été vraiment instauré, c'est de veiller à ce que d'abord les caisses soient consolidées. Parce qu'une caisse qui n'est pas vraiment solide ne peut pas investir. Donc, tout ce qu'on peut faire pour travailler dans le sens de la consolidation des caisses a été une vraie priorité qui a été réaffirmée par l'ensemble des participants. Je rappelle que pour montrer vraiment la taille de l'événement, il y avait des structures sécurité sociale, auprès de retraite, il y en avait une cinquantaine qui ont participé à l'événement et ils venaient de près de 26 pays. Donc ça montre le caractère représentatif de cet événement pour le continent. Et au-delà de cet aspect de consolidation des caisses, il était aussi question des expertises techniques qu'il faut. Parce que justement, on va vers des caisses qui sont de plus en plus en situation d'investir. Et investir en Afrique, ça suppose des compétences spécifiques. Donc cette question des compétences aussi a été beaucoup abordée. Et puis aussi, il y avait la question de la stratégie. Comment investir? Quoi faire en investissement? Comment suivre les investissements? Et là, on a passé en revue tous les domaines d'investissement possibles, que ce soit dans le domaine du médical, des hôpitaux, dans le domaine du financier, avec l'autorité de marché qui était là pour présenter les règles en matière d'investissement sur le marché financier. Et puis d'autres acteurs aussi qui étaient présents pour démontrer l'attractivité de leur activité en termes d'investissement. Mais au total, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que l'objectif, c'est que tous les pays soient alignés dans la même approche, dans la même vision, qui consiste à dire les caisses de retraite ne doivent pas se contenter d'être des accompagnateurs des retraites, ça doit être aussi de puissants vecteurs pour développer nos pays. Alors, et puisque nous parlons d'avenir, alors comment maintenir la viabilité et la durabilité des systèmes de prévoyance sociale en Afrique? En fait, un des sujets importants qui était à la base même de l'organisation de cette initiative, c'est parce qu'on a fait un certain nombre d'études prospectives, de projections dans le temps. Vous savez que dans les retraites, c'est la base du travail de l'actuariat et de tout ce qui permet d'anticiper sur les évolutions futures pour bien ajuster les cotisations et être sûr de pouvoir répondre le moment venu aux besoins des retraités. Je donne d'abord une précision technique importante. Ce sont les vrais spécialistes qui sont venus débattre de ce sujet. Donc, on était dans un séminaire technique, c'était pas un séminaire de vulgarisation ou quoi que ce soit. Donc là, les conclusions qui sont sorties sont des conclusions les plus pertinentes que les pays peuvent avoir. Et à ce titre, un des domaines sur lesquels on doit vraiment réfléchir tous, c'est que la courbe du salariat dans le monde va se fléchir, que ce soit par la digitalisation ou l'intelligence artificielle. On n'aura pas les cotisants qu'on avait dans le temps passé. C'est clair. C'est une évidence. Et les personnes qui étaient réunies lors de cette réunion sont venues mettre sur la table cette vision claire de ce qui va se passer. Et le fait qu'il faut anticiper par rapport à cette baisse obligatoire inéluctable des cotisants dans les années qui viennent. Et les mesures qui sont envisagées sont lesquelles? La première, c'est de faire en sorte que les États trouvent des mécanismes pour élargir les assiettes de cotisation. Donc, l'idée de la TVA sociale pour les retraites est déjà esquissée. Et il faut en parler. Parce que, quelque part, c'est normal, si on n'a plus de base de cotisation à travers le salariat, de le réfléchir à un mécanisme de TVA sociale qui peut être même communautaire au niveau de notre région ouest-africaine et peut-être un jour continental. Parce que ça correspond à un besoin commun, à une dynamique commune et il faut avoir des réflexions et des approches qui soient communes. Donc, une TVA sociale orientée retraite. Et je rappelle que dans d'autres pays, on a imaginé des systèmes comme des cotisations sociales généralisées ou d'autres pour compenser les difficultés au niveau des retraites. Le deuxième axe qu'il faut garder à l'esprit, c'est que au niveau des caisses elles-mêmes, un travail de fond est en train d'être fait. Et c'est là où la question de l'investissement vient en premier. Les caisses cherchent les moyens par lesquels ils peuvent avoir des ressources secondaires, si je puis dire. Et c'est là où l'investissement apparaît comme une piste très sérieuse, puisqu'en investissant, ils peuvent espérer récupérer des gains qui viennent compléter les cotisations pour donner une assiette de ressources plus importante pour les caisses dans la capacité à répondre aux besoins des retraités dans les années qui viennent. Alors, vous parlez d'une courbe qui va baisser en raison notamment des facteurs comme l'intelligence artificielle et bien d'autres. Alors, comment est-ce que on peut anticiper sur les incidences notables de cette nouvelle donne? En fait, les pays procède un peu de manière empirique. Chaque pays essaie de voir concrètement où en est la digitalisation dans le pays et ce que ça peut avoir comme incident dans la réduction des cotisants. Et
l'intelligence artificielle. C'est vrai que tout ça ne va pas arriver demain sur le continent, mais c'est mieux d'anticiper et de pouvoir poser le débat maintenant. C'était ça d'ailleurs ce que je trouvais assez pertinent dans la démarche de ce séminaire technique, de vouloir traiter un problème qui pose une question sur la durabilité et la viabilité des caisses. Donc, il s'agit pour chaque pays de faire l'audit, de regarder concrètement en termes de prospective comment les coûts vont évoluer. À partir de quand la question cruciale de la baisse ou de la chute des cotisants va se poser et anticiper pour que les mécanismes de compensation ou de rattrapage de cette absence ou des manques à gagner de cotisation puissent être pris suffisamment tôt pour qu'on n'ait pas un effet de trou dans la trajectoire du suivi de l'accompagnement des retraités. Parce que et justement, ça m'amène à vous poser cette question. En quels termes se posent les besoins d'adaptation? En fait, il faut voir dans l'enjeu au niveau de l'évolution de la retraite ce que j'appellerais moi un problème de société en fait, d'une certaine manière. Nos sociétés étaient habituées pendant longtemps à quelque part, qu'on le dise ou non, à sous-traiter aux familles la prise en charge des retraités. Faut se dire les choses comme elles sont. Et on essayait de récupérer un minimum de l'État. Peut-être qu'il faut profiter de l'occasion de cette courbe difficile au niveau de l'évolution des cotisants pour remettre à plat la question des retraités. Et il faut le prendre par le bon bout. C'est-à-dire que tout le monde est concerné par ce problème. Donc, les solutions doivent être des solutions inclusives qui fassent en sorte que chacun se sente concerné, impliqué, et donc ça facilite l'acceptabilité de la solution. C'est pour ça que l'idée de la TVA sociale pour la retraite me semble être une piste à explorer. Mais au-delà de ça, il faut aussi qu'au niveau des régimes de retraite aussi, on soit beaucoup plus créatif. Il y a des pays où le système de répartition seul peut suffire. Mais il y a des pays où il faut laisser la possibilité aux personnes qui peuvent avoir un système de capitalisation en plus pour compléter leur retraite puissent aussi y avoir droit. Donc c'est un peu ça l'enjeu principal qu'il faut avoir, mais se dire que de toutes les façons le problème se pose, il faut dès maintenant mettre en place des équipes pour y réfléchir, pour envisager des solutions, à soumettre le moment venu aux politiques pour qu'ils puissent avoir suffisamment le temps en amont pour anticiper. Mais j'insiste sur le fait que la réflexion sur la TVA sociale pour la retraite, elle se pose, elle s'impose pour notre région et pour le continent comme un moyen de répondre et d'anticiper. Mettons-nous au travail dès maintenant pour que l'acceptabilité le moment venu puisse être préparée dans les meilleures conditions. Safiou Radji, système de prévoyance sociale, développement du continent, dans quel sens l'un conditionne l'autre? Est-ce qu'ils sont intimement liés? Je pense que les deux sont liés. Les deux sont liés. Si on fait du bon social, on encourage les gens à croire à l'avenir du pays. On encourage les citoyens tout simplement à se sentir bien pris en main par l'État et par la collectivité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au départ, dans nos mœurs qui font que on prend en charge nos aînés, nos aïeux, le problème ne se posait pas. Mais aujourd'hui, le problème se pose. Et je vais donner un exemple pour illustrer un peu le propos du fait que on doit amener les choses à se modifier, à s'adapter dans nos écosystèmes. Un exemple que j'ai vu appliqué en Côte d'Ivoire. Souvent, c'est au moment où les gens partent en retraite qu'ils ont le plus besoin d'être soignés, d'être accompagnés pour rembourser leurs soins, leurs dépenses de pharmacie et autres, et d'hospitalisation et autres. Mais malheureusement, quand on part à la retraite, on perd tous ces droits à ces avantages. Il faut qu'on réfléchisse au fait qu'on maintienne, au moins pendant un certain temps, ces mécanismes-là d'accompagnement des retraités. Parce qu'il ne faut pas que la fin du salariat signifie définitivement le fait qu'on est isolé, qu'on est complètement abandonné. Donc ça, c'est un exemple concret de choses qui sont expérimentées, appliquées dans d'autres pays. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est déjà à l'œuvre. Ils veulent même essayer d'avoir demain une capacité à intégrer une filière de cliniques et d'hôpitaux qui pourraient soigner les retraités. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut essayer de regarder. Je demande juste le droit à nos pays d'aller regarder, d'observer ce qui peut se faire et de penser les options qui leur semblent les plus faisables, parce qu'il y a une question aussi de faisabilité financière et d'acceptabilité pour les sociétés, mais il faut se mettre à l'esprit que cette question de la retraite, ça pose aussi la question des cotisations, et il faut qu'on soit assez clair là-dessus. Les pays qui s'en sortent le mieux sont les pays où il y a le plus de cotisations qui sont versées par les salariés et le patronat. Donc c'est une question de société qu'il faut aborder avec le maximum de lucidité, mettre tous les paramètres sur la table et faire une discussion qui permet d'aboutir, comme les Ivoiriens l'ont fait, à des mécanismes qui ont permis de sauver leur système. Ils étaient en déficit de près de 100 ou 40 milliards il y a quelques années, et aujourd'hui ils ont
accrochez-vous bien, 2 milliards d'excédents. Il y a 2 milliards de réserves dans la caisse de prévoyance de la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose d'inimaginable. 2 milliards d'euros qui sont capitalisés en espace de 15 ou 20 ans. Donc c'est énorme. Et ça, c'est possible. Et ça suppose qu'on mette en place des mécanismes d'ajustement qui correspondent à la réalité de ce dont on a besoin en matière de retraite. Safi Ouradji, est-ce que l'enjeu, c'est de faire de ces systèmes de prévoyance sociale des outils d'investissement aussi? En fait, je vais aller plus loin. Et là, je prends le risque, en tant qu'expert, de poser un débat qu'il faut qu'on accepte d'aborder. En tout cas, pour notre génération, on doit l'aborder. Sur notre continent, on a du mal à épargner. Je parle là vraiment pour moi seul. Il n'y a personne qui m'a demandé de venir exprimer cette idée. C'est une intuition que j'ai et je vais en parler librement. On n'épargne pas sur notre continent. Peut-être que les retraites, les cotisations qu'on fait en matière de retraite peut être un moyen pour nous de faire de l'épargne. C'est valable à la fois pour les citoyens mais aussi pour les États. Et cette épargne-là, si on les met dans des structures qui sont bien gérées, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire avec le CNPS, la CNPSCI, on peut se retrouver dans des situations où peut-être même que les cotisations un jour peuvent baisser. Mais en attendant, on aura épargné pour donner les meilleures conditions de vie aux retraités. Mais pensez-vous que le DG du CNPS, M. Denis Charles Kouassi, va jusqu'à dire qu'il veut oser créer les premiers retraités riches d'Afrique? Parce qu'il sait qu'il va donner aux retraités suffisamment de moyens pour qu'ils ne sentent pas de différence entre quand ils étaient au travail en tant que salariés et quand ils vont à la retraite. Mais c'est ça ce qui doit être l'ambition de tous les pays. Et comment il a réussi ça? En capitalisant sur les ressources gagnées pour investir le mieux possible. C'est vrai que comme dans toutes les caisses de retraite, il donne pas mal d'argent pour aider l'État avec les obligations émises par l'État, etc. Mais il met beaucoup d'investissements dans son panel d'actions qu'il peut mener pour supporter l'économie, qui fait en sorte que les retraités ivoiriens sont devenus aujourd'hui les premiers investisseurs de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça l'enjeu. Et on ne peut plus découpler les deux. L'investissement que l'on fait en tant que caisse de retraite, c'est normal parce que ça vient aussi de cette épargne indirecte que font les cotisants qui sont les retraités. En quelques secondes, très rapidement, avant qu'on ne se sépare, Safi Ouradji, selon vous, le succès dans la gouvernance des systèmes de prévoyance sociale en Afrique passe par quoi? D'abord, ça passe par vraiment l'autonomie de la gouvernance des caisses. Il faut que les caisses puissent avoir l'autonomie de pouvoir diriger les caisses comme une structure privée. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'on doit éviter les interférences qui font que les ressources des caisses ne soient pas préservées pour aller dans l'investissement ou dans le soutien à l'État. Si on laisse les caisses exposées au risque d'être affectées par telle ou telle décision qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une caisse, ça ne peut pas avoir des conséquences négatives. Donc ce qu'il faut, c'est en fait sécuriser la liberté de gestion et d'autonomie des caisses et faire en sorte que leur gouvernance obéisse aux politiques, mais dans le cadre d'une gestion privée, d'une gestion performante. Merci à vous, Safi Ouradji, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Focus.